Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette principale édition de la journée. Tout de suite, les titres de ce 13h. Vladimir Poutine revient sur la plus haute marche du pouvoir après l'avoir quitté il y a quelques années. Malgré la contestation, Poutine savoure sa victoire avec plus de la moitié des suffrages exprimés. Un incendie d'une rare violence due à une explosion a fait plus d'une centaine de morts au Congo. La capitale est encore sous le choc de cette catastrophe. Nous allons développer les détails dans cette édition. Mesdames et messieurs, bienvenue. Donc, la RTS avait-elle le droit de diffuser les ndigel de Cheikh Béthio Thioune ou de Cheikh Ndigal Fall? Et pourquoi a-t-elle reçu une lettre du CNRA? Le directeur général de la RTS, Babacar Diagne, apporte ici des précisions que nous écoutons. Je voudrais apporter deux précisions. La première, c'est qu'il n'est pas interdit de diffuser un ndigel. Toute la presse, d'ailleurs, au quotidien, foisonne de ndigel, y compris la RTS. Ce n'est pas interdit. Alors, qu'est-ce qui est interdit? Dans la période de la pré-campagne, donc un mois avant la campagne, les ndigels sont interdits. Et nous avons été félicités ici à la RTS. Pendant la campagne, c'est interdit. Nous avons été félicités. Ce sera interdit pendant la campagne du deuxième tour. Parce que là, on dit très bien, les textes sont clairs, la campagne du second tour commence avec la proclamation officielle des résultats par le Conseil constitutionnel. Donc pendant cette période du deuxième tour, les ndigels sont interdits. Là, ce n'est pas interdit. Donc personne ne peut interdire la parole à Béthio, à Cheikh Béthio ou à un autre. Ce n'est pas possible. Et la RTS a toujours été respectueuse des textes. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'amalgames et c'est dangereux. Je pense que nos confrères devraient s'imprégner des textes et c'est important. Alors, pourquoi avons-nous reçu une lettre du CNRA? C'est simple, c'est parce qu'un des compagnons de Cheikh Béthio a prononcé le nom, il a cité Cheikh Souaïbou Cissé, Serigne Souaïbou Cissé. Il avait de ce fait un droit de réponse. Mais il est venu ici, à mon bureau, et je le précise, accompagné de 4 autres membres de l'APR, pour renoncer à ce droit de réponse. Voilà pourquoi la page pour nous était tournée. Nous n'avons pas reçu de lettre du CNRA parce que nous avons diffusé Cheikh Ndigal ou Cheikh Béthio. Non, encore une fois, aujourd'hui, rien ne l'interdit. Ce sera interdit aujourd'hui ou demain si le second tour débute. Et le second tour débute par la proclamation officielle des résultats par le Conseil constitutionnel. Alors, je le répète une fois, something I know like the back of my hand, à l'issue du second tour, la RTS sera encore félicitée. On reparle de la méthode kangourou et de ses bienfaits chez les nouveau-nés prématurés. Cette méthode kangourou est très recommandée dans les zones où il n'y a pas de couveuse, comme c'est le cas à Matam, où l'UNICEF est en train d'encourager cette pratique qui rapproche énormément le nouveau-né de sa maman. C'est un reportage à Matam de Louis-Philippe Sagna et de René Léon Fonseca. L'initiation à la méthode kangourou. En réalité, c'est peau contre peau, mais par pudeur, cette maman ne s'est pas déshabillée. Ce n'est qu'un exemple. Et les sages-femmes qui s'en occupent ont été bien formées. La méthode kangourou, elle est utilisée dans le but de maintenir la température de l'enfant pour mieux l'aider à adapter à la vie extra-utérine. Et le plus souvent, on le fait avec les faibles poids de naissance, tels que les prématurés et même ceux qui sont nés à terme, mais sans pour autant qu'il y ait un poids vraiment acceptable, c'est-à-dire un poids inférieur à 2500 grammes. Après la naissance, l'enfant a besoin de chaleur. La méthode kangourou lui permet de disposer rapidement du sein de sa maman. Il y a d'abord le côté humain, c'est une méthode qui humanise déjà les rapports entre la mère et l'enfant qui vient de naître. Ensuite, par rapport en dehors de ce côté aussi, il y a aussi le côté protecteur. C'est une méthode qui agit un peu comme une couveuse. À la naissance, l'enfant a besoin de chaleur. Cette méthode, donc peau contre peau, donc, permet vraiment à l'enfant de se sentir en sécurité. À défaut d'une couveuse dans ces milieux défavorisés, les médecins encouragent cette pratique. Si la maman comprend les bienfaits de cette méthode, c'est elle-même qui va adhérer rapidement à cette méthode parce que
La maman n'a rien de plus cher que son bébé qui vient de naître. Pratiquée depuis quelque temps, la méthode kangourou présente des avantages non négligeables. L'UNICEF a largement contribué à l'obtention de ces résultats satisfaisants concernant la prise en charge de la santé néonatale. René-Léon Fonseca, fin des soucis d'eau potable pour les habitants de Médina Marmial. Dans ce quartier périphérique de Saint-Louis, les populations viennent de bénéficier d'un projet d'extension en eau potable. Ce projet vient à point nommé parce que les femmes de cette localité faisaient de nombreux kilomètres à la recherche du liquide précieux. Reportage Claire Mbodjo. Médina Marmial, dans la région de Saint-Louis, au nord du Sénégal. Ici, les populations vivaient dans des conditions difficiles du fait du manque d'eau potable. Les femmes faisaient des kilomètres et des kilomètres pour avoir quelques bassines d'eau. Aujourd'hui, le problème n'est plus qu'un mauvais souvenir. Un réseau de distribution a été installé sur 500 km dans la zone. Pour ces femmes, le liquide précieux est désormais à portée de main. Aujourd'hui, nous sommes soulagés, le robinet est juste à côté. Avant, il fallait se lever tôt, parcourir une longue distance pour avoir de l'eau potable. C'était extrêmement difficile. La réalisation d'un tel projet est une aubaine pour ces populations. Leurs conditions de vie sont ainsi améliorées. À l'époque, on marchait des kilomètres pour avoir d'eau. Mais depuis que Madame Gomme nous a donné l'extension ce tuyau d'extension, vraiment, je me dis que c'est un bénéfice pour nous. Nous sommes dans un quartier défavorisé, un quartier où il y a beaucoup de problèmes. L'installation d'une borne fontaine qui permet aux femmes de pouvoir s'approvisionner de manière très facile. Le geste est qualifié de haute portée humanitaire par ses habitants de Médina Marmial. Des prières, beaucoup de prières ont été formulées pour les bienfaiteurs qui ont tenu à garder l'anonymat. Claire Mbodiop, du nord du pays, nous nous rendons en Gambie. Le 6e forum du programme régional de conservation marine et côtière s'est tenu à Kouloli en République de Gambie. Les délégués présents à cette rencontre ont exprimé le souhait de voir une 3e phase de ce programme et le renforcement du partenariat pour une gestion durable des ressources marines et côtières. De retour de Banjul, Ibrahima Fall Junior nous en dit un peu plus. Ils sont plusieurs centaines de délégués venus de 7 pays partis au PRCM, le programme régional de conservation marine et côtière qui unit la Gambie, les deux Guinées, la Mauritanie, le Sénégal, le Cap-Vert et la Sierra Leone. C'est en 2001 déjà que le PRCM a vu le jour avec un mémorandum de partenariat qui unit les grandes ONG telles que l'UICN, le WWF, Wetland International et la Fondation du Bandarguin. En 2003, une convention de partenariat est née et le programme a depuis lors travaillé pour un plaidoyer, un lobbying fort pour une meilleure prise en charge de la pêche et des ressources marines et côtières en général. Cela avec la complicité du Conseil sous-régional des pêches et certains bailleurs de fonds tels que la Fondation Mava qui s'engagent encore pour une 3e phase. On va rester au travers du PRCM, au travers d'autres projets bilatéraux, mais toujours dans le cadre du grand partenariat pour la conservation de la zone côtière. Et nous, en tant que FIBA, avec les autres ONG internationales, oui, notre objectif c'est de rester, d'accompagner, de continuer à accompagner et on fera le maximum pour continuer à accompagner ces processus. Tout projet ou programme doit forcément disparaître un jour ou l'autre, mais pour les acteurs concernés du PRCM, le défi de la conservation est encore là, au moment où il y a une forte pression sur les ressources. Certes, des thématiques comme les AMP et aires marines protégées comme outils de gestion ont été développés entre autres, mais le souhait audible des partenaires reste une restructuration du PRCM qui doit s'approcher davantage des organisations socio-professionnelles et surtout des États. Effectivement, c'est une question de volonté des bailleurs de fonds, mais il y a un plus-value de travailler à un niveau régional et le PRCM est une façon à la fois de faire face aux défis qui sont conçus au niveau national, mais également au niveau régional. Donc en travaillant à travers le PRCM, les bailleurs de fonds vont pouvoir faciliter la cohérence, va faciliter une mise en commun des ressources et va faciliter une régionalisation de l'approche de la conservation. Le futur PRCM va changer par rapport au précédent PRCM parce que nous allons nous ouvrir aux partenaires
Et nous allons donner plus de place aux acteurs pour travailler avec nous, mais travailler aussi entre eux dans le cadre du PRSEM, mais pas obligatoirement à travers le PRSEM. Un draft de la troisième phase a été déjà soumis et reste à consolider et valider dans les mois à venir. Un tour a été fait encore dans les beaux parcs de la Gambie qui reste un grand pays de conservation. Merci Brahim Fall Junior de Bonjour. Nous progressons vers Brazzaville, le Congo qui fait face à des scènes d'apocalypse depuis hier. Plus de 150 personnes ont été tuées dans une explosion d'un dépôt de munitions. Les témoignages sont unanimes en évoquant les explosions qui ont secoué ce dimanche la capitale congolaise. Brazzaville est encore sous le choc. Un hôpital de Brazzaville, les blessés patientent dehors, dans les couloirs, plus ou moins calmement. Depuis hier, les médecins sont débordés devant l'afflux de victimes. Les bilans parlent d'au moins 146 morts, de centaines de blessés et de sans-abri. Des chiffres officiels très provisoires au regard du nombre de bâtiments qui ont été soufflés. Alors la télévision relaie l'appel à la mobilisation. Les dons de sang sont les bienvenus. Le directeur général de la santé convie tous les médecins et infirmiers de la ville de Brazzaville de se déployer très rapidement dans les hôpitaux et centres de santé en vue d'assurer la prise en charge des blessés issus de la catastrophe humanitaire. Dans un large périmètre autour du dépôt de munitions qui a explosé, un champ de ruines. Les toits, les murs, les portes n'ont pas résisté. Une église et un lycée se sont écroulés. Sous les décombres, les familles recherchent leurs proches. Elles ont tout perdu. La panique a gagné des quartiers même éloignés de la caserne, l'odeur de poudre et les échos des explosions terrorisant les habitants. Pourquoi un dépôt de munitions était-il stocké aussi proche de la capitale? Des éclats de balles, des morceaux d'obus jonchent le sol. Entre choc et colère, les victimes décrivent la terreur. J'étais à la maison et voilà, soudain tout à coup on a entendu la détonation au niveau du camp et voilà, c'était une débandade. Les maisons tombaient, les murs tombaient et quand nous sommes sortis et voilà, on était dans la rue et voilà, je me trouvais avec mon oncle. C'est le mur qui est tombé sur ma tête. Dans la soirée et la nuit, des patrouilles ont été organisées pour éviter les scènes de pillage. Les sans-abri ont dû trouver refuge dans des églises ou des centres d'accueil. Plusieurs pays, dont le Maroc, ont proposé leur aide d'urgence pour que du matériel médical et des médicaments arrivent au plus vite à Brazzaville. Le Congo qui est encore sous le choc. Nous continuons cette actualité internationale et nous parlons d'un homme qui a été ex-président, ex-premier ministre. Il revient aux commandes de la Russie en se faisant réélire hier avec plus de 60%. Lui, c'est Vladimir Poutine. Il a certes réussi son pari, mais l'opposition russe parle de fraude massive. Mais pour le moment, Poutine savoure sa victoire avec ses partisans de Russie unie. Vladimir Poutine, acclamé par une foule en délire. Vainqueur dès le premier tour de la présidentielle avec 63,9% des voix, selon des résultats quasi définitifs. Hier encore Premier ministre, il attaque donc son troisième mandat présidentiel depuis 2000. Merci à vous tous. Merci d'avoir dit oui à Russie unie. Une victoire écrasante, aussitôt contestée par l'opposition et dénoncée ici par le candidat milliardaire Mikhail Prokhorov. Nous avons constaté environ 4000 violations. La situation est désastreuse, surtout à Saint-Pétersbourg et à Moscou. Et sur Internet, de nombreuses images de fraude circulent, celles des webcaméras par exemple. Elles devaient garantir le bon déroulement du scrutin, mais sur cette vidéo, on découvre un électeur enfilant les bulletins de vote dans l'urne, sans jamais être inquiété. Nous revenons chez nous pour nous rendre à Linguère. Le lycée Albouri Ndiaye de Linguère a reçu un lot de matériel didactique. Ce lot se compose de fascicules et d'ouvrages en philosophie et en mathématiques. Ces deux disciplines étant fondamentales pour les élèves de terminale. Ce don est de l'association Réveil qui regroupe pour l'essentiel d'anciens élèves de cet établissement. Un geste bien apprécié par les élèves et l'administration scolaire. Omar Diaw. On se croirait dans une assemblée générale d'élèves. Dans cette ambiance morose de grève cyclique prolongée, c'est plutôt un rayon de soleil qui inonde le lycée Albouri Ndiaye de Linguère. L'association Réveil est venue tirer les apprenants de leur torpeur. Ils reçoivent un lot de matériel didactique principalement destiné aux classes terminales. Une heureuse initiative qui est venue d'anciens élèves de cet établissement. Donc c'est des retrouvailles émouvantes qui font en fait la fierté de ce Jolof.
L'action de cette association peut être assimilée à un retour d'ascenseur. Ce lycée a contribué à la formation, voire la réussite de plusieurs de ses membres. Ils ont donné un retour parce que le savoir reçu n'a pas de prix. Les personnels administratifs et enseignants inscrivent cet acte au tableau d'honneur. Certains d'entre vous, je les connais et j'ai œuvré avec eux dans certaines associations dans le cadre du développement ici à Linguère. Donc vous êtes revenu au Bercail pour servir une localité qui vous a servi dans le passé. Donc c'est une reconnaissance de votre part qu'il faudrait vraiment louer et je vous félicite. Pour les élèves, il s'agit là d'une démarche de solidarité naturelle dans un contexte de crise scolaire, un exemple à suivre. Si tous les autres qui sont, qui sont sortis du lycée Alboury Ndiaye de Linguère faisaient comme vous, j'espère bien que le lycée Alboury Ndiaye dépassera ce niveau. Pour un élève de terminale L, le niveau de langue n'assure pas la mention au bac. Mademoiselle sauve la mise, l'honneur est sauf. J'aimerais remercier le Réveil pour cette noble initiative parce que ce sont des fils du Jolof qui ont été là, qui se sont hissés à un niveau supérieur et ont pensé à revenir aider leurs petits frères. Depuis sa création, le Réveil multiplie les initiatives et appuie en faveur de son terroir. Pour les élèves en fin de cycle, le meilleur est à venir. Le Réveil compte venir ici d'ici la fin de l'année. Si l'année suit son cours normal, avec toutes les grandes universités et écoles privées qui seront ici à Linguère, et on va faire un forum de l'orientation. Ce forum est fortement attendu. Souvent, les bacheliers butent sur des questions d'orientation et d'accueil. La cérémonie, qui a été une belle récréation, a surtout permis de mesurer l'inquiétude des élèves sur le sort de l'année en cours. Merci Omar Diaw. Amis téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, Ramoboy pour retrouver la version Wolof de ce journal. Bon appétit à tous si vous êtes à table à demain 13h, Inch'Allah.